Tu veux nous parler finalement de l'Iran, du rôle des femmes en Iran, de la propagande qui, semble-t-il, ne correspond pas à la réalité sur le statut des femmes, justement, dans ce pays. Oui, tout à fait. Question biopolitique par excellence, si j'ose dire, avec revenir sur ce qui se passe en ce moment en Iran, les déclarations assez délirantes de Trump qui veut donc, dit-il, supprimer toute une civilisation, le renvoyer à l'âge de pierre par des bombardements aveugles, dirais-je. Et pour rappeler les éléments de contexte, hein, comme toujours, cette idée que les États-Unis, Israël, les deux, on ne sait pas très bien en fait. Donc, on bombardait cette école de jeunes filles, cette école élémentaire, hein, primaire de jeunes filles au tout début de l'opération, donc Epic Fury, avec par le ton de 160 à 170 morts au cours de cette opération, donc essentiellement des petites filles. Donc, c'est atroce. Raison qui a été invoquée, c'était une erreur. Apparemment, effectivement, de cible. Alors évidemment, ils peuvent pas dire que c'était autre chose qu'une erreur, sans quoi ça aurait été un crime de guerre. Et ça reste de toute façon un crime de guerre. Néanmoins, j'ai quelques doutes quand même sur cette erreur, dans la mesure où le régime israélo-américain nous a prouvé par des frappes extrêmement ciblées sur les dirigeants iraniens, qui étaient localisés de manière extrêmement précise, à la fois en temps et je dirais en lieu, qu'ils étaient capables d'avoir du renseignement tout à fait à jour. Et cette erreur, moi, je la trouve extrêmement suspecte. D'autant que les cibles civiles qui sont atteintes aujourd'hui par les USA et Israël recouvrent maintenant également des universités. Il y a une trentaine d'universités qui ont été frappées en Iran, dont récemment, donc le 6 avril, une université tout à fait symbolique, hein, puisque c'est l'université Sharif University of Technology, à Téhéran, qui est l'université dans laquelle Mariam Mirzakhani, dont j'ai parlé une fois précédente, a fait ses études. Hein. Mariam Mirzakhani, c'est une femme iranienne qui est hélas décédée, mais qui a été la première et seule femme médaille Fields de mathématiques. Et j'ai rappelé que tout son parcours en fait en Iran était le parcours de la formation en Iran des jeunes femmes, aux sciences. Alors évidemment, le prétexte qui est utilisé par les forces armées états-uniennes et israéliennes, c'est de dire que ces universités abritent en réalité des recherches militaires et autres. N'empêche que, en tant qu'universitaire, moi, je suis extrêmement choqué qu'on puisse effectivement s'en prendre à ces universités iraniennes. L'Iran est effectivement une grande civilisation qui a apporté énormément à la connaissance, à la production de connaissances. Et pour moi, bombarder les universités, bombarder une école, c'est pas du tout en fait un hasard. C'est justement frapper l'Iran au cœur de ce qu'elle a réussi le mieux, notamment pour les femmes. Alors, je suis pas naïf, hein, effectivement, sur les problèmes qui existent en Iran, sur justement les lois extrêmement violentes concernant les femmes, notamment l'adultère, notamment également la chasse à l'homosexualité masculine et féminine, qui est extrêmement durement réprouvée par des peines de mort, par des coups de fouet, etc. Donc, il faut pas être naïf. En même temps, et c'est le sens des propos que je vais développer, l'Iran a vraiment réussi de manière extrêmement structurelle, statistique en fait, à sortir les femmes justement de l'obscurantisme religieux. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait comparable à ce qu'il a pu se passer notamment en France, et peut-être même mieux que ce qui s'était passé en France au moment de la Révolution. Donc moi, mon interprétation de ces bombardements d'écoles, d'universités, c'est tout simplement pour atteindre l'Iran dans ce qu'elle a de plus menaçant pour son environnement. C'est l'idée que les femmes deviennent éduquées, sont capables de s'émanciper, et donc l'Iran devient capable d'être quelque part un pays en transition vers la démocratie, malgré effectivement tout simplement les ayatollahs et les mollahs au pouvoir. Alors, il y a ce livre d'Emmanuel Todd qu'on peut rappeler. Je pense qu'il faut aller lire. Emmanuel Todd est souvent extrêmement pertinent dans ses analyses géopolitiques. Il l'a déjà prouvé dans le passé, notamment sur la Russie, avec, c'est quelque chose de très important, une analyse géopolitique qui est souvent basée sur les populations, sur la démographie et sur l'ethnologie. Et il explique en gros les régimes politiques par les structures anthropologiques et les désirs anthropologiques sous-jacents. Donc, il y a un livre qu'a écrit Emmanuel Todd qui s'appelle Allah n'y est pour rien, qui est
extrêmement intéressant comme titre, qui montre que ce qui se passe en Iran et d'une certaine manière ce qu'on aurait pu étendre au printemps arabe, eh bien, n'est pas du tout quelque chose qui est un désir de révolution ou d'obscurantisme religieux. Donc, nous dit Emmanuel Todd à propos de l'Iran. Donc, Todd n'exprime que ce n'est pas donc l'islam qui est cause de la révolution iranienne, c'est très important, mais l'évolution de facteurs anthropologiques, en particulier familiaux. Et ça se fait en gros malgré la religion, ou en tout cas on peut même dire parce que l'islam donc chiite est différent de l'islam sunnite et permet donc malgré évidemment des formes d'empêchement religieux, des évolutions. Et donc pour Todd, les facteurs de révolution, donc notamment en Iran, c'est une alphabétisation massive de la population qui a été voulue par le régime des mollahs, et notamment à propos des femmes. Donc j'avais déjà parlé, et donc on sait que l'alphabétisation, eh bien tout simplement permet la diffusion des idées et donc l'aspiration au changement politique. Également une chute rapide en Iran du taux de fécondité. Donc là, je vais y revenir parce que c'est fondamental de le comprendre. Évidemment, qui fait que les femmes gagnent en autonomie, mais également qui permet de corréler tout simplement l'emploi des femmes à celui de la population. Et donc, à partir du moment où les femmes travaillent, elles vont également avoir, c'est assez mécanique, des aspirations à une forme d'égalité dans leurs conditions de vie. Et également, ce qui s'est passé en Iran, qui est une société traditionnelle dans laquelle effectivement il y avait pas mal d'endogamie, donc c'est le mariage entre cousins, et bien une chute des taux d'endogamie, donc avec donc une forme de liberté qui est revendiquée maintenant tout simplement dans bien les styles de vie qui du coup s'occidentalisent de plus en plus sous ces deux effets, donc d'une certaine forme de libération, on va dire des mœurs, et d'une certaine forme d'envie d'égalité, qui ont été les deux grandes justement facteurs de révolution donc en 1789 en France. Alors, ce qu'il faut savoir dans ces conditions des femmes donc en Iran, c'est que l'Iran autorise parfaitement les divorces par consentement, même si dans les divorces, il y a une différence structurelle entre les divorces de droit chez les hommes et chez les femmes. C'est beaucoup plus facile pour les hommes, effectivement, de divorcer de droit que chez les femmes, mais les divorces par consentement, typiquement, en Iran, représentent 30% des mariages. Plus de 30% des mariages. C'est-à-dire qu'on est quasiment dans des taux de divorce occidentalisés et les femmes en Iran l'utilisent. Et comme j'avais rappelé dans une vidéo précédente, le combat des femmes en Iran, c'est pas vraiment de ne pas porter le voile, c'est effectivement le fait qu'elles puissent avoir la garde des enfants quand elles divorcent, puisque encore en Iran, eh bien, en cas de divorce des couples, eh bien, c'est plutôt les hommes qui ont les enfants. Voilà. Alors, autre chose extrêmement importante qu'on connaît trop peu en Iran, c'est justement cette chute de la démographie qu'il y a eu à partir des années 1980, quand justement les ayatollahs sont arrivés au pouvoir. Il faut savoir qu'au moment où Khomeini arrive au pouvoir, donc à la fin du régime du Shah, le taux de fécondité par femme en Iran est de 6,5, donc enfants par femme. C'est énorme, c'est colossal. Rendez-vous compte, en moyenne, les femmes en Iran, donc dans les années, depuis la guerre jusque dans les années 80, donc au moment du régime du Shah, avaient en moyenne 6,5 enfants. Et ceux qui vont en fait assurer ce qu'on appelle cette transition démographique, effectivement, qui est caractéristique donc des pays en voie on va dire d'occidentalisation, c'est effectivement tout simplement les religieux au pouvoir. Et en 30 ans, on est passé donc en Iran de 6,5 à 1,7 enfants par femme. Rendez-vous compte, on est en dessous du taux de reproduction. Et ceux qui ont mis en place cette politique justement de transition démographique, donc de contraception, c'est-à-dire avec un planning familial derrière, c'est effectivement tout simplement les religieux au pouvoir. Ils ont distribué gratuitement les pilules, les préservatifs, ils ont permis aux femmes d'avorter, ils ont permis effectivement les politiques de contraception, et donc ça a permis du coup de libérer bien sûr les femmes du rôle maternel et familial dans lequel elles étaient enfermées, notamment dans les campagnes, pour les mettre à l'école. Parce que c'est ce qui s'est passé, l'alphabétisation, ça a été une mise à l'école, et même plus que l'école, l'enseignement supérieur. Et j'ai rappelé encore une fois le taux des diplômés en technologie dans l'enseignement supérieur, qui est supérieur maintenant chez les femmes que chez les hommes. Et une des raisons pour lesquelles il y a eu un retour aux politiques pronatalistes en Iran, avec effectivement maintenant beaucoup plus de difficultés d'avoir un accès aux contraceptions, c'est que
cette politique de régulation de la population avait trop bien marché. Et l'Iran se retrouvait finalement dans des conditions de population qui étaient les mêmes que celles des pays occidentaux, c'est-à-dire avec tout simplement une pyramide des âges qui était défavorable donc à la jeunesse, avec tous les problèmes structurels économiques que ça entraîne, notamment mais également le fait que l'Iran est dans une situation géopolitique extrêmement compliquée, c'est-à-dire que il y a bien sûr Israël, il y a bien sûr les pétromonarchies alliées en général des USA, et donc la puissance même de l'Iran et sa survie géopolitique nécessite d'avoir une population importante. Emmanuel Todd rappelle que quand vous faites des guerres, le facteur numéro un, c'est tout simplement la démographie. Et si vous avez des gens trop vieux et pas assez nombreux, tout simplement, eh bien votre puissance militaire et votre stabilité politique en est menacée. Et donc une des raisons pour lesquelles il y a ces retours donc à des politiques beaucoup plus strictes au niveau de la natalité, c'est simplement également parce que tout simplement il y a des menaces géopolitiques très claires sur la région au niveau donc de l'Iran. Donc ce que nous dit Todd à propos de cette révolution iranienne qu'on stigmatise. Vous voyez que quand on étudie les politiques de natalité, on voit que les gens au pouvoir sont pas du tout d'obscurs religieux obscurantistes, donc, mais qui quelque part ils suivent les aspirations aussi de la population à beaucoup plus de libéralité, de libéralisme, notamment au niveau des mœurs. Donc, ce que nous dit Emmanuel Todd, c'était une révolution démocratique, voilà, par sa nature démocratique et égalitaire. Voilà, la révolution iranienne peut être considérée comme une cousine de la révolution française et de la révolution russe. Je l'ai déjà dit. Et donc, effectivement, je reviens sur ces deux piliers fondamentaux de la Révolution française qui étaient liberté et égalité. Et donc, il faut essayer de voir ce que ça voulait signifier en pratique. L'égalité, c'était pas l'égalité des riches et des pauvres, puisque la Révolution française était essentiellement bourgeoise et va donner le coup d'envoi au XIXe siècle donc d'une répartition de la richesse qui était absolument épouvantable, extrêmement inégalitaire, avec donc du coup toutes les aspirations au communisme et à ces nouvelles formes d'organisation politique plus redistributives, disons. Mais l'égalité, c'est plutôt l'égalité dans la fratrie. Au niveau des frères pour avoir accès à l'héritage. Il se trouvait qu'effectivement, en France, on était essentiellement dans une loi salique avec le fils aîné qui récupérait tout, là où les autres devaient se contenter des miettes. Et donc, les lois françaises à la Révolution, les plus importantes, ça a été des lois en fait d'égalité donc des enfants devant l'héritage. Alors, effectivement, égalité des filles et des garçons, ça c'est la première chose, et égalité également des enfants légitimes et illégitimes. Et en termes de liberté, ce qu'il faut bien dire, c'est que la liberté était pas vraiment une liberté politique totale, notamment parce que les femmes ont été très vite exclues du jeu politique. On a guillotiné l'homme de gauche très tôt parce qu'on voulait absolument refuser que les femmes fassent de la politique. La suppression de l'esclavage a été assez lente. Il a fallu attendre 1794 si ma mémoire est bonne. C'était pas une des aspirations premières. Mais la liberté, c'était vraiment la liberté dans les mœurs, notamment une forme de liberté sexuelle qui était lié au fait que, bien entendu, comme les familles françaises étaient très inégalitaires avec une forme de tyrannie du père, eh bien, c'était le père qui décidait des mariages uniquement pour des questions d'alliance, de patrimoine. Là où des gens comme Mirabeau notamment, mais l'autre enfant turbulent et contestable, c'était Sade, voulaient vraiment une libéralisation sexuelle totale. Je rappelle que Mirabeau avait tout simplement des aventures avec une femme mariée. Effectivement, à l'époque, l'âge de la majorité donc matrimoniale, voilà, c'était 30 ans pour les garçons, 25 ans pour les filles, et donc il y avait des aspirations à vouloir changer tout ça. Donc liberté, égalité, c'est surtout égalité devant l'héritage, mais du coup qui va générer également des aspirations à l'égalité pardon dans l'ensemble de la population. Et la liberté, c'est beaucoup une liberté sexuelle qui fait qu'on voulait vivre selon ses sentiments. Voilà. Et donc là, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que le régime donc en Iran est un régime islamique, mais chiite. C'est pas les sunnites. Et effectivement, dans la version chiite, il y a une égalité stricte entre les frères et un certain accès des femmes à l'héritage quand même si c'est pas bien au même niveau que les hommes. Voilà. Le régime de Khomeini donc a parfaitement compris cette volonté d'égalité exprimée par la révolution donc de 1979 et donc a du coup permis un accès égal des filles et des garçons à l'éducation, ce qui était une grande réussite. Alors évidemment, en matière de mœurs, il n'y a pas encore ce qu'on connaît dans les pays occidentaux, même si, comme je l'ai rappelé, aujourd'hui en Iran, les divorces par consentement se font de manière tout à fait explicite avec des taux de divorce qui se rapprochent de ceux effectivement des pays occidentaux. Mais
cette libération sexuelle a ses limites, notamment effectivement dans tout ce qui a été à la Révolution française, effectivement la libéralisation des mœurs, notamment d'homosexualité et de tout ce qu'on a appelé les paraphilies, qui sont extrêmement sanctionnées en Iran. L'homosexualité est sanctionnée de manière extrêmement violente. Quand bien même en France, on a libéralisé l'homosexualité, mais également l'inceste, je le rappelle, qui a été décriminalisé. Et donc, ce n'est évidemment pas le cas en Iran. Donc, d'un point de vue anthropologique, ce que nous rappelle Emmanuel Todt, c'est qu'en se basant sur ce qui se passe dans les familles, on va dire, religieuses sunnites, eh bien, il y a un accès quelque part à l'égalité dans les familles qui va engendrer une forme de demande d'égalité dans la société. Et le régime donc des mollahs l'a quand même permis, notamment au niveau de l'éducation, sauf qu'il n'y a pas dans les pays iraniens cette révolution sexuelle qu'on a eue dans les pays occidentaux, notamment après les années 70, qui n'ont absolument pas eu le lieu en Iran. C'est peut-être bien ça, cette grosse différence, c'est-à-dire que tout simplement, le régime iranien refuse ce modèle de sexualité, on va dire, transgressive, voire débridée de l'Occident, pour rester dans des formes de libéralisme qui sont celles de l'accès au mariage et éventuellement des divorces associés, mais qui refusent de manière obstinée, semble-t-il, certaines règles de transgression sexuelle qui sont permis en Occident et que la Révolution française a permises. Voilà. Donc, l'égalité dans l'héritage est vraiment considérée dans les pays occidentaux vraiment comme un marqueur du progrès vers les sociétés démographiques. Et le père tyrannique donc doit s'effacer devant la loi qui donne des droits aux enfants. C'est ce qui s'est passé à la Révolution française et c'est ce qu'ont obtenu, bon an mal an quand même, les Iraniens. Voilà. Et donc, pour citer effectivement cette idée que l'égalité dans la famille doit construire la condition d'égalité dans la société. Je rappelle ces propos de Lynn Hunt, donc une universitaire américaine qui a beaucoup étudié la Révolution française. Ce que nous dit Lynn Hunt, donc, c'est que les révolutionnaires, donc en France, voulaient que la liberté et l'égalité règnent dans les familles comme dans l'État. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une transcription de l'organisation familiale vers l'organisation politique, même si la notion de liberté, nous dit Lynn Hunt, et d'égalité dans le contexte de la famille restait sujette à des redéfinitions constantes. C'est évidemment le cas également dans le contexte iranien. Les législateurs révolutionnaires, nous dit Lynn Hunt, étaient très clairs sur ce à quoi ils s'opposaient, le pouvoir tyrannique au sein de la famille. Mais en Iran également, on peut dire que ce pouvoir tyrannique a en partie disparu dans la mesure où notamment les pères et les frères permettent aux femmes d'aller s'instruire dans les universités. Voilà. Je voudrais revenir sur cette idée que l'égalité dans la famille est vraiment le pilier de la construction d'égalité dans les sociétés. Quand vous voulez lutter contre les sociétés inégalitaires, vous commencez par redistribuer les héritages et donc faire en sorte que ce soit la loi qui décide en fait de qui a quoi dans les familles et non plus simplement le père à sa discrétion, donc testamentaire. Voilà. Il y a cette fameuse loi, vous savez, du 24 août 2021 contre le séparatisme, où là, effectivement, on voulait lutter contre les formes, si vous voulez, de retour, on va dire, de la gestion religieuse et de la famille, donc dans les familles musulmanes essentiellement. On disait que si, évidemment, on n'allait pas à l'école, on serait pris dans des mécanismes religieux et sectaires avec toutes les dérives possibles. Et donc, on a mis comme ça, donc en août 2021, un certain nombre de lois qui prétendaient ou qui ambitionnaient donc lutter contre les retours tout simplement aux structures religieuses de la famille et donc par extension aux possibles volontés de retour donc d'une forme de religion donc au sein de l'État. Et donc, il y a le fameux article 13 que j'ai lu dans cette loi, que je commente en particulier dans mon livre sur le social à l'enfance, puisque je parle beaucoup des structures familiales et de leur lien avec l'organisation politique. Et c'est un article très bizarre dont je vous lis effectivement l'introduction. Donc, l'article 13, nous dit le Parlement, vise à renforcer la protection des héritiers réservataires. L'article 913 du Code civil est complété par pour que tous les enfants, héritiers légaux bénéficient de leurs droits sans qu'aucune distinction puisse être opérée sur des critères discriminatoires. Il est proposé de rétablir un nouveau droit de prélèvement compensatoire qui permettrait à tous les enfants, donc omis par le défunt, de récupérer sur les biens situés en France l'équivalent de leur réserve dès lors que la loi étrangère applicable à la succession permet leur accélération, autrement dit, ne plus avoir droit à leur part d'héritage. Ce droit de prélèvement jouera dès lors que le défunt ou l'un des enfants est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne.
Autrement dit, ce que nous dit la loi, c'est que pour lutter contre le séparatisme religieux, on va réintroduire des lois d'égalité sur l'héritage lorsque la personne a des biens à l'étranger. Et donc, alors c'est assez curieux parce que on voit pas très bien en quoi le fait de lutter à nouveau pour qu'il y ait une stricte égalité dans l'héritage des familles, eh bien permettrait de lutter contre le séparatisme. C'était quelque chose en fait pour moi de très bizarre. On voit pas en gros en quoi le fait de rétablir des lois d'égalité sur l'héritage permettrait d'empêcher qu'on forme des terroristes. Hein. C'est un peu ça qu'il y avait dans cette loi donc du 24 août 2021. Mais il y a une telle, si vous voulez, idée que c'est vraiment l'égalité dans les familles qui va permettre ensuite de structurer l'égalité dans les sociétés que en France, eh bien conformément à ce qui s'est passé à la Révolution, on continue à appuyer très fort l'idée que eh bien l'égalité des héritages sera cette condition d'égalité dans la société, mais la société iranienne est déjà de toute façon basée sur cette anthropologie-là, et c'est bien ce que nous rappelle tout simplement Emmanuel Todd, en nous expliquant pourquoi finalement, anthropologiquement, l'Iran est beaucoup plus proche de l'Occident qu'on ne le croit, avec simplement, eh bien, comme je l'ai dit, ces difficultés, bien sûr, dans, entre guillemets, la libération sexuelle, mais qui fait également qu'il y a une forme de protection également d'une dégénérescence qu'on observe aujourd'hui dans l'Occident, notamment avec tout simplement cette pédocriminalité tout à fait galopante, hein, l'affaire Epstein, bien entendu. Raison pour rappeler que j'étais ce 4 avril donc à Paris à la manifestation donc à laquelle étaient présentes Mike Jaworski et GPTV contre la pédocriminalité qui on le sait, est complètement structurel aujourd'hui, hélas, en Occident. Alors, ce que je voulais faire remarquer, c'était que, certes, Jack Lang était protégé en France, pouvait se permettre de faire ce qu'il voulait au Maroc, mais à ma connaissance, je pense que Jack Lang aurait eu des problèmes s'il avait voulu faire ce qu'il voulait faire en Iran. Autrement dit, le conservatisme iranien au niveau des mœurs sexuelles a aussi peut-être l'effet de protéger d'une forme de dégénérescence occidentale, et c'est peut-être bien ça justement à quoi aspire la société iranienne. Oui, oui, je pense que c'est quelque chose. Il y a une évolution qui existe, mais qui est quand même tout à fait, je dirais, raisonnable dans l'évolution des mœurs iraniennes. Et c'est peut-être bien ça que ne supporte pas tout simplement l'Occident. Peut-être bien que l'Iran pourrait constituer du coup un modèle pour tout le Moyen-Orient. Et c'est quelque chose qui fait peur peut-être géopolitiquement. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que pour moi, les bombardements donc israélo-américains touchent justement le cœur de la politique iranienne, et celle qui fait le plus peur, c'est-à-dire leur capacité tout simplement à organiser alors à leur rythme. C'est une civilisation bien sûr extrêmement vieille, et donc on suppose que les évolutions vont s'y faire également assez lentement. Donc, mais l'éducation des jeunes filles et leur accès à l'enseignement supérieur, et donc tout simplement à des positions qui seraient l'égale des hommes dans celle de la société. Et donc c'est pas un hasard pour moi si les États-Unis et Israël bombardent les écoles et les universités, parce que c'est ce qui est finalement le plus menaçant pour eux, c'est cet accès égalitaire, notamment aux femmes. Voilà. Cette politique d'éducation iranienne est vraiment un marqueur d'égalité et de développement qui semble gênant donc pour l'Occident. Et là, cette révolution iranienne, comme le rappelle Emmanuel Todd, possède effectivement des points communs avec la révolution française. Et cette politique donc des Iraniens est vraiment une politique tout à fait rationnelle, donc en lien avec sa situation géopolitique et avec les aspirations du peuple iranien. Voilà. Donc c'est quelque part une forme de succès de la politique iranienne. Alors évidemment, je n'oublie pas ces hélas politiques extrêmement violentes à l'égard des homosexuels, des femmes adultères, etc., qui existent aujourd'hui en Iran. Néanmoins, il faut savoir reconnaître que eh bien, l'organisation de la société iranienne n'est pas celle qu'on essaie de nous vendre. Ce ne sont pas des abrutis obscurantistes, fanatiques religieux. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est ce qui fait que les déclarations de M. Trump sont extrêmement choquantes. On a l'impression que Trump joue un espèce de jeu vidéo en ligne sur une plateforme, en fait, avec des déclarations absolument lunaires sur l'idée de vouloir éradiquer une civilisation. Il faut effectivement faire en sorte que la civilisation iranienne puisse vivre tout simplement comme elle en a envie. Et c'est peut-être une chance pour tout le Moyen-Orient d'évoluer lentement mais sûrement
vers des politiques de libéralisation qui sont beaucoup plus favorables à la population. En tout cas, moi, en tant qu'universitaire, je suis extrêmement choqué qu'on puisse bombarder des universités. L'accès à l'éducation, notamment pour les jeunes femmes, pour les femmes en général, et de toute façon, eh bien, la condition nécessaire de toutes les évolutions et de l'accès à l'autonomie et à la liberté individuelle. Voilà. Donc j'en ai terminé pour cette chronique en disant à quel point il faut condamner toutes ces frappes iraniennes d'une manière générale, états-uniennes d'une manière générale sur les cibles civiles bien sûr, mais encore plus symboliquement sur les universités et les écoles qui sont tout simplement le lieu de la libération. C'est grâce à la connaissance, à la diffusion de cette connaissance pour tout le monde qu'on pourra éventuellement espérer un progrès dans l'histoire et dans l'évolution des libertés individuelles. Voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté dans ces conditions un petit peu spartiates. Sur le chat, quelqu'un qui pose la question, aurez-vous des références pour lire Emmanuel Todd sur la vie des femmes en Iran? Allah, donc c'est le bouquin que j'ai cité effectivement, Allah n'y est pour rien. Où très clairement Emmanuel Todd tout simplement explique que ce n'est pas du tout et où il fait une analyse du coup anthropologique de la révolution iranienne avec évidemment tout ce qui est ce qu'il a remarqué très bien comme tous les observateurs attentifs, la condition de la femme en Iran n'est pas du tout celle qu'on essaie de nous faire croire. D'accord. Très bien. Peut-être un mot sur la promotion de ton dernier livre sur l'aide sociale à l'enfance, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Donc, je serai en Corse, le 25 avril, avec Laurent Muchelli pour évoquer donc ce livre. Je serai également du côté de Nice, Cannes et Nice, donc 18 avril. Je serai également fin mai. Et le 17 mai, je serai à Pérols. Donc beaucoup de présentations, de références prévues, notamment avec certains partis politiques qui commencent à s'ouvrir à cette question-là, je suppose en vue tout simplement de la campagne de 2027 qui va arriver. Le but du jeu de ces deux livres qui existent bien sûr pour eux-mêmes, c'est également de pouvoir réunir de plus en plus deux mondes autour de cette question qui est une question fondamentale tout simplement de rapport politique aux enfants. On a découvert avec le Covid que les enfants étaient en général extrêmement maltraités par les institutions et on découvre aujourd'hui avec les questions de prostitution à l'ASE notamment que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement une dissociation sociale ou des ports de masques qui sont déjà traumatisants. Et comme j'ai rappelé la dernière fois avec Noélia, ça va même encore plus loin aujourd'hui où on n'hésite pas éventuellement à sacrifier en le laissant au bord du suicide, voire au suicide des enfants, tout simplement pour récupérer leurs organes. C'est ce qui s'est passé avec Noélia. Et donc cette question de tout simplement de plus que de maltraitance, même d'éradication, d'élimination de certains enfants, de sacrifices sexuels même, quelque chose d'extrêmement inquiétant qu'il faut regarder en face. Et l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, c'est une manière de voir à quel point justement l'État tout simplement maltraite, voire sacrifie un certain nombre de ses enfants. Et donc, il y a toute une généalogie à faire de ça. Pourquoi on en arrive à ces extrémités que personne n'a l'air de comprendre tellement c'est révoltant et qui, hélas, ont des sources idéologiques qui remontent à assez loin. Et c'est ce que je propose d'étudier dans cette généalogie de l'aide sociale à l'enfance qui, du coup, permet de comprendre comment se sont construites les choses et pourquoi on en est arrivé à des extrémités aussi détestables que celles qu'on voit aujourd'hui dans la société. Et donc, je remercie beaucoup justement GPTV notamment d'être attentif à la question des enfants dans la société. C'est pas toujours facile puisque je rappelle que ce rassemblement qui a eu lieu donc le 4 avril place de la République où Mike Borowski a fait un reportage assez long d'une petite trentaine de minutes, a été dénoncé dans Libération, figurez-vous. Comme étant évidemment un horrible rassemblement de gens comme toujours détestables qui se trompaient de combat ou en tout cas de manière de le mener. Heureusement qu'il y a aujourd'hui ces médias comme GPTV pour faire vivre ces événements-là
dans lesquels vous pouvez rencontrer beaucoup de gens. Et c'est aussi très important d'organiser des rencontres entre les gens. Moi, j'ai rencontré plein de gens formidables avec qui j'ai noué des contacts et qui vont permettre de continuer à organiser la défense, la véritable protection des enfants dans la société qui aujourd'hui est tout à fait mise à mal. Et justement, GPTV fait partie des médias qui relaient ce genre de combat et on les en remercie. D'autant plus qu'on a l'impression que c'est un problème structurel. Hein, le problème qu'il y a avec ces enfants, c'est pas seulement conjoncturel, c'est pas des faits divers ici et là. Et c'est ça la force, entre autres, de l'analyse de Vincent. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de complètement structurel qui revient à très très loin, qui remonte à très très loin, voire jusque chez les Grecs, hein, dans la manière avec laquelle chez les Grecs on allait chercher des boucs émissaires, voilà. Et ces enfants qui sont des victimes innocentes sacrifiées ont toutes les caractéristiques structurelles des boucs émissaires. Et toutes les sociétés depuis l'Antiquité ont besoin de boucs émissaires. Et hélas, les boucs émissaires, c'est justement des victimes innocentes. Et quelle victime plus innocente que les enfants? Eh bien, il y en a pas d'autre. Raison pour laquelle, hélas, d'une manière symbolique, mais il y a plein d'autres raisons pour lesquelles, hélas, ils sont sacrifiés. Et j'ai l'occasion de rappeler ça dans ces livres. C'est vraiment extrêmement structurel, raison pour laquelle c'est très très difficile à combattre et il faut vraiment en prendre conscience. Tant qu'on n'aura pas conscience de la profondeur du mal, justement, c'est vraiment la profondeur du mal qui est ici saisissante. Eh bien, on fera comme s'il suffisait d'une meilleure administration et que c'était quelque chose de tout à fait effectivement conjoncturel, de tout à fait contingent, et qu'en recrutant un peu mieux les aides scolaires, et bien dans l'éducation nationale, on arrivera à conjurer tout simplement ces violences faites à enfants. C'est pas du tout le cas depuis toujours en France notamment. Eh bien, les enfants sont victimes d'agressions sexuelles de la part de ceux qui en ont la responsabilité. Et c'est quelque chose sur laquelle la justice a toujours et l'administration ont toujours refusé d'enquêter. C'est quelque chose évidemment qu'on constate encore aujourd'hui.